Destination Tourisme. RTC. La Tunisie, votre destination tourisme. RRTC. Salut tout le monde, côté micro c'est Mehdi Kantaoui. Chers auditeurs, chères auditrices, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en super forme. Il est très exactement 13h08 sur plateau d'RTCI. Alors où que vous soyez, je suis très heureux de vous retrouver en ce samedi 6 septembre avec Destination Tourisme, notre rendez-vous hebdomadaire. Je remercie l'équipe technique qui m'accompagne aujourd'hui, à savoir Tara Kadrissi pour sa précieuse collaboration technique et Rinto Rebelsi côté création de contenu digital. Comme à l'accoutumée, nous allons parler tourisme et notre sujet d'aujourd'hui s'articulera autour du tourisme de plaisance et industrie nautique en Tunisie. Bilan de la saison estivale 2025, opportunités et potentialités. Pour cela, j'ai un invité de poids, un calibre certain. Il s'agit de monsieur Anis Zarrouk, qui est le secrétaire général de la Chambre nationale des gestionnaires des ports et directeur de la marine de Gamart. Bonjour monsieur Anis Zarrouk et soyez le bienvenu parmi nous sur plateau d'RTCI. Bonjour Mehdi. Alors, comment ça va? Oui, très bien. Très bien. Alors, comment évaluez-vous donc globalement la saison estivale 2025 pour le tourisme de plaisance en Tunisie? On peut qualifier la saison 2025 par une saison bonne. Ça veut dire on a fait une progression entre 15 et 20% de l'accueil des bateaux étrangers en Tunisie. Très bien. Alors, quelle est aujourd'hui l'importance du tourisme nautique dans l'économie touristique nationale? C'est très important. Donc l'importance elle est stratégique parce que tu sais l'attractivité de nos marinas c'est un produit d'appel. Oui. Donc c'est là où on reçoit des clients de grand calibre donc qui dépensent le mieux. D'accord. Les propriétaires des grands yachts et des voiliers aussi. Oui. Donc ça permet de promouvoir les autres produits tunisiens, touristiques tunisiens aussi. De diversifier les produits et aussi de valoriser le territoire tunisien. Et nous recevons donc principalement de quelle nationalité ils viennent? Ceux qui donc de tout, américains, français, italiens, allemands, norvégiens, donc tous ceux qui passent par le Méditerranée, ils passent par la Tunisie. Et en moyenne, leur séjour en Tunisie dans les ports, il est environ de combien de jours, combien de semaines? En fait, ça dépend parce qu'il y a deux types de réception de yachts et de voiliers. Il y a des gens qui viennent pour le touch and go, ça veut dire ils passent une nuit pour régulariser leur situation CE. Et il y a ceux qui viennent pour le tourisme. Et c'est là où ça devient plus intéressant pour nous. Et il reste environ entre une semaine. Il y a ceux qui restent 4 mois. Il y a ceux qui laissent leur bateau et ils partent. D'accord, très bien. Alors, quel rôle jouent donc les ports de plaisance et notamment la marine de Gamart dans l'attractivité de la Tunisie? C'est ça. Comme je l'ai déjà dit, Mehdi, c'est un produit d'appel. Donc nous, on ramène les clients de grand calibre. Donc qui dépensent le mieux. C'est le tourisme de luxe en quelque sorte. Exactement. Donc c'est là, que ça devient plus intéressant. Ils vont peut-être pouvoir profiter donc de nos centres de thalassothérapie pour faire des soins. Ils profitent de tout, des maisons d'hôtes, des hôtels, des centres du sud. Le tourisme golfique. Exactement. Et le tourisme de santé aussi. Oui, le tourisme de bien-être. Exactement. Très bien. Alors, quelles sont les principales forces et faiblesses actuelles des infrastructures portuaires tunisiennes face à la concurrence méditerranéenne? Les points forts sont avant tout c'est notre côte qui est très belle et qui est diversifiée. Ça veut dire on a du sable, des rochers, des montagnes, on a de tout en Tunisie. Deuxièmement, les prix, ils restent toujours attractifs pour les clients européens. Et aussi, on a un personnel et une réception de 10 ans de charme. On est compétitif sur le marché international, notamment dans le bassin de la Méditerranée. Ah oui, on est moins cher que les autres ports. Donc, si on parle des concurrents directs, ça veut dire la Sicile, l'Italie, la France. Et si on compare le produit tunisien? Eh ben, ça reste toujours un produit acceptable. Il est bien. Oui. Ça peut être amélioré, mais ça reste toujours un produit
acceptable. D'accord. Alors, on revient pour les faiblesses donc actuelles des infrastructures. Est-ce qu'il y en a des points à améliorer? Oui, on n'a plus de capacité en Tunisie pour accueillir des bateaux. Ça veut dire si on parle des ports de le Grand Tunis, oui. Les ports ils sont pleins, on peut plus. D'ailleurs, il y a un autre port, le projet, je sais pas, j'ai pas une grande idée sur l'évolution de ce port qui est à Rawed, oui. qui n'est pas encore entamé. On parle de Sidi Bou Saïd qui ne peut plus accueillir des bateaux. Donc nous avons une demande internationale, mais on n'arrive pas à... Exactement. Bizerte aussi, il est rempli. Oui. On attend la partie qui n'est pas encore ouverte. Oui. Hamamet aussi, c'est Mestir, Kantawi. Donc on aura toujours besoin d'autres ports de plaisance. Parce que vous savez, en Tunisie, si on travaille à l'instar de ce qu'a fait les Français, ça veut dire chaque 20 km, il y aura un port. Un port, oui. On est à 7, donc il nous faut encore une soixantaine. Waouh. Pour couvrir toute la côte. Et je sais bien que si c'est un investissement lourd, donc. C'est un projet à venir. On peut le faire sur 30 ans, 50 ans. Tout à fait. Ça dépend, bien sûr, en tenant compte des conditions environnementales et en respectant l'environnement, mais c'est très intéressant. Là, la construction des ports, ce n'est plus le béton armé et tout. Hein. Il y a des pontons flottants. C'est de nouvelles techniques. Hein. Alors, existe-il donc des projets d'extension, donc de modernisation des marines pour accueillir davantage de plaisanciers étrangers? Les ports qui sont existants en ce moment, ils ne peuvent pas être... on peut pas les agrandir. C'est vrai. Il reste Sidi Bou Saïd qui... on attend toujours la réparation du port et la modernisation du port. Et pour les autres, à part celui de Marina et Sidi Bou Saïd? Il faut construire d'autres marinas et d'autres ports. D'accord. J'entends toujours qu'il y avait un port de plaisance à Mehdia. J'entends toujours qu'il y aura comme on l'a déjà dit, le port de Rawed. Oui. Et il faut faire d'autres ports. Mais tout ça, c'est une politique. Si on veut diversifier le produit et développer le secteur de la plaisance, il faut y commencer. Dès aujourd'hui. Dès aujourd'hui. Très bien. Alors, si on parle de l'industrie nautique et des services, comment évaluez-vous donc l'offre tunisienne en termes de services nautiques, comme par exemple location de bateaux, maintenance, sport nautique et excursion en mer? C'est ça, Mahdi. Donc tout est lié. Donc le port, ce n'est qu'un endroit d'accueil. Donc derrière, il faut des services. Et on a des bons professionnels que je salue, qui ont passé une excellente saison. Ils ont bien travaillé. Mais alors, ces professionnels-là, on va pas citer les noms, mais l'activité, c'est généralement agence de voyage ou quoi d'autre? Il n'y a pas que ça. Il y a les mécaniciens, parce qu'on offre le service de réparation et maintenance mécanicien, électricien, spécialiste en anti-fouling, tapisserie et tout. Tout ça, c'est des métiers qui sont très importants pour le secteur de la plaisance. Aussi, il y a le transport. Les agences de voyage, il y a de tout. Donc, les guides touristiques. Exactement. Voilà. Donc, les acteurs privés donc de l'industrie nautique en Tunisie sont-ils suffisamment impliqués dans le développement de ce produit touristique? Ils sont impliqués directement ou indirectement, mais ce qu'il faut, c'est d'améliorer la qualité de formation et de former les gens parce que tu sais, nous avons déjà des programmes de formation ou pas? Je pense que le potentiel y est, mais il n'y a pas une formation adéquate pour améliorer la qualité de service. D'accord, très bien. Alors, quelle amélioration serait nécessaire pour offrir aux plaisanciers donc une expérience comparable à celle des grandes destinations de la Méditerranée? Déjà, on peut comparer la destination tunisienne à celle on est en train de faire des pas. Oui. Pour s'approcher de la qualité de service européenne, mais des fois, je peux vous dire que la qualité de service en Tunisie, elle peut être mieux, elle est bonne, elle peut être mieux. Mais il y a toujours un travail, un effort à faire. Quand je parle de formation, parce que tu sais, les professionnels, ils apprennent le travail sur le tas, donc c'est en exerçant ça, mais la formation, pour moi, elle reste toujours très importante pour gagner du temps. Tout à fait. Et améliorer la qualité de service, et c'est là où on peut, disons, accueillir encore plus de yachts en Tunisie. Très bien. Alors là, on est à la fin de la saison. Quel constat donc tirez-vous donc de la saison estivale 2025 en termes de fréquentation, profil des visiteurs, retombées économiques?
La plaisance, elle reste toujours donc quand même proportionnellement. Elle n'a pas un grand pourcentage par rapport aux autres produits touristiques. Comme par exemple le tourisme balnéaire. Exactement, parce qu'on n'a pas vraiment. Mais pour arriver à ce stade et à ce point, qu'est-ce qu'il faut? Il faut accueillir plus de bateaux. Parce qu'un yacht, il dépense mieux que deux avions en all inclusive. Certainement. On l'a dit. Donc, il faut améliorer le service, faire un cadre juridique plus souple et encourager les propriétaires de yachts à venir en Tunisie. Au lieu de passer une nuit, ils passent une semaine en nombre de bateaux, par exemple. Marina Bizerte, elle a le record. Mais elle accueille surtout les bateaux en touch and go. Mais en nombre de nuitées, c'est Gamart. Voilà. Parce qu'à Gamart, les gens, ils viennent, ils restent. Je te donne un exemple, Mehdi. Oui, vas-y, allez-y. Pour faciliter les choses pour nos auditeurs. Disons, quand moi j'accueille un bateau à Gamart, qui reste 2 mois, pour moi c'est plus intéressant d'accueillir 50 bateaux qui passent une journée et qui partent. D'accord. En nombre disons, c'est plus intéressant parce que les gens y restent, ils vont dépenser leurs argent à l'extérieur. Oui, dans les restaurants. Exactement, ça fait moins de charges. Ça veut dire, il vient, il prend une place, il reste 2 mois, il n'y a pas un grand mouvement. Avec le touch and go, il y a plus de travail et moins d'argent. D'accord. Donc il faut encourager les gens qui font le touch and go à rester dans le port. Et comment on les encourage? En assurant une qualité de service top à l'extérieur du port. D'accord. Ça veut dire, si moi je veux passer une semaine, je veux pas la passer dans le port. Il faut que je sorte, je vois les restos, les discothèques, les hôtels. Voilà. Nos trucs traditionnels, le souk, le Sidi Bou Saïd et tout. On a des monuments. Ils peuvent même participer à des excursions. Hein. Exactement. Il y a des gens qui viennent l'hiver pour aller faire l'excursion au sud. Ça, c'est très bien. Il faut travailler ensemble. En fait, le tourisme, c'est un produit complexe et où interviennent plusieurs acteurs. Quand les acteurs sont en harmonie, on peut faire un bon couscous. Absolument. Alors, y a-t-il eu donc une évolution notable de la clientèle cette année, donc entre visiteurs tunisiens et touristes? Oui, en comparant en nombre, mais c'est toujours, disons, le même genre d'individus qui viennent nous visiter en Tunisie. Les voiliers, notamment, c'est très intéressant de les accueillir aussi, bien que c'est pas vraiment des grands yachts, mais c'est en nombre, ça permet de ramener des touristes. Mais nous sommes censés aussi faire la promotion de la destination Tunisie en termes de tourisme de plaisance à l'étranger. Est-ce qu'on participe à des salons, par exemple? Eh ben, demain, je m'envole pour Cannes. C'est vrai, pour participer au salon nautique de Cannes, où il y a tous les ports et les marinas. On a le stand Tunisie. J'invite tous nos invités, disons français, italiens qui sont là-bas à Cannes, de venir visiter dans le stand. Et on participe et on continue à participer à ces salons pour promouvoir la destination tunisienne. Mais je dis, Mahdi, il faut parler de la plaisance pas au salon nautique seulement, salon de bateau. Il faut parler de la plaisance dans tous les salons. D'accord. Ça veut dire, quand je vais, moi, avec pour participer au salon des bateaux, et on me demande pour les hôtels en Tunisie. Ah, vous allez faire la promotion inconsciemment, c'est normal. Inconsciemment, je vais lui parler de la destination. Donc, j'aimerais bien que même les autres salons, exactement, voilà, ils font la promotion de tourisme de plaisance. Et comme ça, on participe à son salon et on paye 10. Tout à fait. Voilà. Bien dit, très bien dit. Alors, quels sont selon vous donc les atouts uniques de la Tunisie pour se démarquer dans le tourisme de plaisance et l'industrie nautique? Pour parler de la plaisance, j'ai dit que le bon Dieu nous a tout donné, donc la beauté de la nature, la diversification. On a un accueil chaleureux des Tunisiens, c'est un peuple qui accueille bien les gens. Donc ça, ce sont des atouts. Mais tout ça, ça se travaille pour donner un cadre. Ça veut dire que j'ai peur, Mehdi, j'ai peur parce que nous, on travaille avec l'instinct. Ça veut dire que la qualité n'est pas toujours
à la hauteur des attentes des clients. Voilà. Tu sais, même pour la construction. Donc la construction, c'est bien. On a des bons constructeurs de bateaux en Tunisie. Oui. Donc l'industrie nautique, elle est bien. Mais il faut faire attention. Là, en comparant avec l'étranger, il y a un processus à suivre dans la construction. Ça veut dire le premier bateau. Oui. C'est comme le bateau numéro 100. D'accord. Donc c'est là. Les constructeurs sont en train de faire un effort considérable pour moderniser leur construction. Oui. Et on aura à Cannes des surprises des constructeurs de bateaux tunisiens qui vont participer au salon. Et moi je vois que les constructeurs, ils sont en train de fournir un effort pour améliorer et pour garder et garantir la qualité. Très bien. Alors, il y a certainement des opportunités que nous sommes vraiment capables de les saisir. Hein. Exactement. Oui. Il faut avant tout travailler ensemble. Très bien. Alors, comment la Tunisie peut-elle tirer profit de sa position géographique au cœur du bassin de la Méditerranée? Eh ben, on est le point le plus proche de l'Europe, donc déjà, on est à proximité de la France, l'Italie, même l'Espagne, Turquie, Grèce, Malte. Donc, la position de la Tunisie, elle parle d'elle-même. Oui. Donc, il faut saisir l'opportunité. Tout à fait. C'est améliorer le service, oui. Former les gens et travailler ensemble. Alors, en termes de potentialité et développement, quels efforts donc doivent être engagés pour mieux promouvoir la Tunisie comme destination nautique à l'échelle internationale? Eh ben, il faut tracer une stratégie de communication. Mehdi, la participation au salon, c'est vrai, elle est bien, c'est le B2B, c'est le contact direct, mais aussi... C'est insuffisant, hein. C'est insuffisant. C'est des conditions nécessaires, mais insuffisantes. Là, c'est les réseaux sociaux. Je ne fais pas de pub. Vous savez bien que j'ai un magazine nautique Mehdi. Oui. Je veux pas citer. On va pas citer, oui. Voilà. D'accord. Donc, mais tout ça, ça participe. Oui. Ça montre, quand on montre des bateaux, quand on montre des destinations, quand on montre une culture nautique, c'est, les gens, ils savent bien qu'on a une culture nautique en Tunisie, on a une histoire. On a des constructeurs de bateaux tunisiens. On a qui sont connus dans le monde. Hein. Exactement. Oui. Exactement. D'ailleurs, on a des chantiers navals, disons étrangers, qui sont implantés en Tunisie. Carrément. Hein. Et la construction, elle est 100% tunisienne. C'est la main-d'œuvre pour la Tunisie. Hein. Exactement. Il n'y a pas un ou deux ou trois. Il y a plus de. J'ai pas vraiment le chiffre, il y a plus de 30 constructeurs tunisiens. Très bien. Alors, à moyen et long terme, quelle vision portez-vous donc pour faire de la Tunisie une véritable référence méditerranéenne dans le tourisme de plaisance? Eh ben ça dépend de la volonté. Oui, la volonté de qui? De l'État. Oui. Ça veut dire que c'est elle qui trace les stratégies. Oui. Nous, en tant qu'experts dans le domaine, on ne peut que donner un conseil ou une vision. Parce que nous, on fait du benchmarking, ça veut dire on visite les autres pays. Et pour s'inspirer. Exactement, pour s'inspirer. On va pas réinventer la roue. Oui. Et dupliquer le modèle. Exactement, le tunisifier, tout à fait. L'adapter à la Tunisie. Et il faut changer vraiment la loi pour rendre la Tunisie un pays attractif qui développe le nautisme et le maritime en général. Tout à fait, très bien. Alors, pour finir en beauté, donc le mot de la fin. Le mot de la fin, j'encourage je remercie et j'encourage tous ceux qui ont participé à la réussite de cette saison. Oui. J'encourage les constructeurs tunisiens qui sont en train de faire un effort considérable pour être concurrentiels vis-à-vis l'Europe. Oui. Et bonne chance. Et je dis aux gens, il faut se former pour évoluer. Absolument. Très bien dit. Notre rendez-vous d'aujourd'hui touche à sa fin. Merci Monsieur Anis Zarrouk. Je rappelle que mon invité donc était Monsieur Anis Zarrouk, qui est le secrétaire général de la Chambre nationale des gestionnaires des ports et directeur de la marine de Gamart. Monsieur Anis Zarrouk, merci donc pour cet échange par rapport à ce sujet. Donc le sujet d'aujourd'hui, à savoir donc tourisme de plaisance et industrie nautique en Tunisie. Bilan de la saison estivale 2025, opportunités et potentialités. Je remercie l'équipe qui m'a accompagné aujourd'hui, à savoir Tarek Adrissi pour sa précieuse collaboration technique et Rin Trablesi côté création de contenu digital. Et côté micro, c'était là Mehdi Kantawi. Mesdames et messieurs, je vous remercie de nous avoir suivis dans l'espoir de vous retrouver donc samedi prochain dans un nouveau rendez-vous destination tourisme. D'ici là, portez-vous bien, amusez-vous bien et surtout, ne cessez pas de nous écouter et restez toujours fidèles à nos ondes d'RTCI. Allez, bye!
chacun son rêve, chacun son destin, déclare que chacun sa route, chacun son chemin. Passe le message à ton voisin. Levé à 7h du mat, t'es déjà en retard. Ton patron va encore te brasser. Tu t'habilles direct, tu prendras ta douche ce soir. Tu finis de lasser tes chaussures dans les escaliers. J'ai besoin d'air, besoin de liberté. Ce ne sont pas des mensonges, c'est la réalité. Je ne suis pas un roi, mais je ne suis pas un pion. Je dois être le fou, comme je suis pas cavalier. Dis-leur que chacun sa route, chacun son chemin, chacun son rêve, chacun son destin. Dis-leur que chacun sa route, chacun son chemin. Passe le message à ton voisin. Et un rêve, le peuple était au pouvoir. Il n'y avait plus du tout de politiciens. C'était le sur, le bandit des magasins. Tout le monde avait un droit et plus personne n'avait faim. Je ne délire pas, mais je suis très sérieux. Oh, 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 oh. Et je ne délire pas, mais je suis très sérieux. Allez leur dire qu'on vient pas faire du cirque. Chacun sa route, chacun son chemin, chacun son rêve, chacun son destin. Dis-leur que chacun sa route, chacun son chemin. Passe le message à ton voisin et ça donne. Chacun sa route, chacun son chemin, chacun son rêve, chacun son destin. Dis-leur que chacun sa route, chacun son chemin. Passe le message à ton voisin et ça donne. Passe le message à ton voisin et ça donne. Je me souviens des amis avec qui j'ai grandi. Ce sentiment d'être exclu nous rendait solidaires. Chacun prit son train quand les années passèrent. À chacun son move, à chacun sa galère. Les chemins où tu ris sont les mêmes que ceux où tu pleures. La vie est une aventure, il ne faut pas avoir peur. Mais te souviens-tu des amis que tu as eu question? Te souviens-tu de ce que tu as perdu? Dites-leur que chacun sa route, chacun son chemin, chacun son rêve, chacun son destin. Dites-leur que chacun sa route, chacun son chemin. Passe le message à ton voisin et ça donne. Passe le message à ton voisin et ça donne. Chacun sa route, chacun son chemin.